à l'époque. Mais de quel genre d'institut s'agissait-il vraiment? On m'a dit plus tard que le directeur de la Banque Rassini était un parent de Silvio Berlusconi, et même un parent proche, son père. La Banque Rassini n'avait donc pas été choisie complètement au hasard. On cherchait toujours des instituts de crédit qui fermaient les yeux sur les grands mouvements d'argent liquide, voire les accueillaient à bras ouverts. Massimo Ciancimino nous révèle aussi que Cosa Nostra s'intéressait au complexe résidentiel Milano 2 dans lequel elle a investi. Mon père avait su investir et gagner beaucoup d'argent en Sicile. Et il a fait la même chose dans la région de Milan. C'était les années où il a investi dans des projets immobiliers comme Milano 2, puis Milano 3. Le parti de Silvio Berlusconi, dès sa création en 1994, est lui aussi un favori de la mafia sicilienne. Les anciens partis qu'elle avait corrompus ont tous été pulvérisés à ce stade. À l'époque, Cosa Nostra cherchait un nouveau parti de référence, une nouvelle force électorale apte à défendre ses intérêts et au sein de laquelle elle pourrait placer ses pions. C'est donc dans ce nouveau corps électoral que Cosa Nostra a investi une partie de son argent. En juin 2010, le procès de Marcello Dell'Utri se termine enfin. Les juges de la Cour d'appel confirment le verdict rendu en première instance et déclarent le sénateur coupable de complicité avec la mafia. Le protégé de Silvio Berlusconi est condamné pour avoir entretenu des liens d'amitié avec les chefs de la mafia sicilienne pendant 25 ans. Bien entendu, le Cavaliere crie au scandale. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. La contre-attaque menée par Silvio Berlusconi à l'encontre du pouvoir judiciaire s'intensifie. Ces offensives font sortir de l'ombre un certain Licio Gelli, un franc-maçon que les Italiens avaient presque oublié, le fondateur de la célèbre loge secrète P2. Dans les années 70, Licio Gelli avait conçu un plan secret visant à restaurer un État autoritaire en Italie, un projet dont certains se souviennent très bien. Licio Gelli, capo della loggia P2, aveva un progetto... Licio Gelli, président de la loge P2, avait un projet de renaissance démocratique, comme il disait. Ce projet prévoyait en substance de mettre tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif, d'interdire toute opposition, de bâillonner la presse et de modifier la Constitution afin de rendre tout cela possible. Aujourd'hui, ce projet est en train de se réaliser sous nos yeux. Nous étions curieux de connaître cet homme mystérieux qui, voilà plus de 30 ans, avait écrit le scénario de l'ascension de Silvio Berlusconi. Nous l'avons donc prié de nous accorder une interview. Il a fallu insister pendant des mois pour que Licio Gelli daigne enfin accepter. Sa maison est perchée sur le flanc d'une colline de Toscane. Les volets sont toujours fermés. C'est ici même qu'en 1976, il a commencé à ourdir son plan consistant à infiltrer l'État italien. Sa loge maçonnique comptait tout juste 1000 adeptes. Que voulait-il au juste et qui était-il? Je prenais des gens qui occupaient un poste élevé, chef des services secrets, ministre, président de banque, magnat de la presse et de la haute finance, commandants généraux de la garde des finances, des carabiniers. Tous ces gens étaient réunis au sein de la loge maçonnique P2. Mais il en oublie un, Silvio Berlusconi. Voici une quittance qui atteste de sa cotisation de 100 000 lire.
une affiliation que le Cavaliere a niée pendant longtemps. Quand je l'ai inscrit au sein de ma loge, c'était un élément parfait. En 1975, il était beaucoup plus jeune, donc bien plus malléable. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Cette préférence s'explique aisément. Du fait de son emprise sur les médias, Silvio Berlusconi peut discrètement faire de la propagande pour sa vision politique. Le pouvoir, on ne l'obtient que si l'on garde notre objectif secret. Début 1981, le parquet de Milan perce à jour les activités secrètes de Licio Gelli. Nous avons organisé une perquisition sur son lieu de travail et découvert des cartes. C'était le 17 mars 1981 et il s'agissait des cartes des membres de la loge. Nous sommes restés bouche bée devant cette liste de près de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des parlementaires, un nombre incroyable d'employés des services de sécurité, des services secrets. Celle-là même qui avait empêché le bon déroulement des enquêtes sur les attentats à la bombe qui ont eu lieu en Italie entre 1969 et 1980. L'enquête révélera qu'il n'est effectivement pas rare que des adeptes de la loge de Licio Gelli sont impliqués dans les attentats qui secouent alors l'Italie. Le premier a lieu en 1969, Piazza Fontana, à Milan. Une bombe explose à l'intérieur de la Banque de l'Agriculture, puis une autre à la préfecture de police. Les attentats à la bombe se succèdent et sèment la terreur, et les gens de Licio Gelli se chargent de brouiller les pistes. Par exemple, pour ce qui est de l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, les magistrats qui enquêtaient souhaitaient interroger un témoin. Eh bien, ce témoin, ils l'ont fait expatrier en lui obtenant un faux passeport auprès des services secrets. Licio Gelli a lui-même été condamné pour avoir mis les enquêteurs sur de fausses pistes. Mais il ne veut plus en entendre parler. Nous ne savons rien au sujet de ces attentats. Absolument rien. Ce que vous autres journalistes croyez savoir, c'est ce que vous avez lu dans les journaux, rien de plus. Sergio Flamini, lui, en sait plus long. Il était membre de la commission d'enquête parlementaire P2 et possède peut-être les archives les plus importantes sur les objectifs de la loge secrète. La bombe de la Piazza Fontana devait semer la panique, provoquer le chaos, l'objectif étant de faire intervenir l'armée pour que soit déclaré l'état d'urgence. Voilà quel était le programme de la loge P2. Nous avons compris qu'il s'agissait de terroristes d'extrême droite. Tout le monde le sait maintenant. D'importants documents attestent qu'ils étaient les auteurs et les exécuteurs de cette stratégie de la tension. Même chose pour l'attentat de l'Italicus Express en août 1974. On est en plein cœur des années de plomb. Les attentats à la bombe se succèdent pendant plus d'une décennie. Ce n'est qu'au début des années 80 que l'Italie retrouve son calme. Licio Gelli et son clan ont manifestement changé de stratégie. L'arrivée d'un avion en provenance de Nice va en fournir la preuve au juge d'instruction. À bord, la fille du grand maître maçonnique. Dans le double fond de sa valise, la police découvre, 9 mois après la première perquisition au domicile de Licio Gelli, le plan de renaissance démocratique. Il s'agit d'une version moderne de la révolution, cette fois non plus par la terreur, mais par l'infiltration des organes de l'État. Il piano di rinascita prevedeva la penetrazione
Le plan de renaissance prévoyait de pénétrer à l'intérieur des organes fondamentaux de l'État, pas seulement de l'armée ou des services secrets, mais aussi des banques, de l'économie, des ministères clés de l'économie, du trésor, du commerce extérieur. Il prévoyait d'infiltrer le secteur privé, une infiltration qui préparait le terrain pour briser le monopole de la télévision d'État et mettre en place un réseau de chaînes privées pour des opérations de longue haleine. Cette infiltration touche d'abord la presse, et plus particulièrement le célèbre quotidien Corriere della Sera. Raffaele Fiengo, alors journaliste à la rubrique culturelle, assiste à l'infiltration du journal par la P2 qui, à l'insu de tous, a commencé à placer son argent dans le Corriere della Sera. Petit à petit, la banque Ambrosiano a infiltré le journal par le biais de financements occultes. La banque Ambrosiano, qui à l'époque a son siège à Milan, est dirigée par des membres du clan Gelli. Peu à peu, une direction occulte s'est installée, composée de membres de la P2. Et bientôt, un autre membre de la P2 fait irruption dans les journaux, Silvio Berlusconi. Le fait que Silvio Berlusconi écrive des articles pour le Corriere della Sera à cette époque constituait une preuve supplémentaire de son implication. Il était aussi très souvent interviewé par les autres journaux de la même agence de presse. Les articles qu'il publiait dans la rubrique économique du Corriere della Sera n'étaient pas présentés comme les autres articles. Ils avaient la forme d'éditoriaux, ce qui était assez significatif. Maurizio Costanzo est un autre journaliste lié à la P2. Il a été le premier à rendre publiques les idées de Licio Gelli en l'interviewant pour le Corriere della Sera. Maurizio Costanzo a interviewé Licio Gelli et quand l'article est arrivé au journal, il avait déjà un titre, la photo était déjà choisie et il était interdit de tailler dans le texte. Rien que ça constituait une anomalie, mais personne n'imaginait que de nouveaux propriétaires tiraient les ficelles. Peu après, la P2 fonde, chez l'éditeur du Corriere della Sera, un journal à sensation intitulé Occhio, dont Costanzo devient le directeur. Dans un article de décembre 1980 qui suit de près l'enlèvement du juge Giovanni D'Urso par les Brigades Rouges, il propose, à l'instar de Licio Gelli, d'abroger la Constitution. Cet article n'a pas été publié car les journalistes stupéfaits ont convoqué Costanzo qui leur a dit « J'ai perdu la tête ». Après une courte mais vive explication avec Costanzo, l'appel à l'abandon de la Constitution est mis aux oubliettes. Mais le climat a changé et le journal aussi. À en croire les articles qui paraissaient dans le journal, le pays était au bord du chaos. L'État devait retrouver son autorité dans le cadre d'une démocratie, à l'image des ambitions de Licio Gelli qui prônait la réduction du nombre de syndicats ainsi que le contrôle de la presse et des magistrats. Peu de temps après, Costanzo quitte le journal et en 1982, il se met à animer des débats télévisés sur les chaînes berlusconiennes. Silvio Berlusconi, lui aussi animateur en son temps, nourrit de son côté de nouveaux projets. Il pose bientôt la première pierre de l'empire médiatique qui deviendra en 1993 le holding Mediaset. En 1991, le Cavaliere achète la plus grosse maison d'édition d'Italie, Mondadori. Il semblerait que Licio Gelli et ses banques l'aient copieusement aidé à démarrer sa vertigineuse ascension. Silvio Berlusconi a reçu des aides financières bien supérieures à la normale de la part de banques qui, comme par hasard, étaient gérées par des membres de la P2. Ça se peut bien. Silvio Berlusconi est l'homme le plus puissant d'Italie. Il domine aussi bien la politique que les médias. Une concentration des pouvoirs aux conséquences